Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième rencontre du festival Clameur, idées préconçues sur la nature, une rencontre pendant laquelle nous allons démonter quelques idées bien ancrées dans nos esprits et même dans nos inconscients. Je me disais en préparant, je me faisais la réflexion qu'on est vraiment formaté d'une certaine façon à penser certaines choses. Avec moi ce soir pour parler de ce sujet, Florence Burgat et Guillaume Blond. Alors je vais vous présenter chacun. Florence Burgat, vous êtes philosophe, vous êtes directrice de recherche en philosophie à l'INRA, affectée aux archives Husserl à l'ENS à Paris. Vous êtes spécialiste notamment de la condition animale. Vous avez écrit par exemple Animal mon prochain, Liberté et inquiétude sur la vie animale, une autre existence. Vous vous intéressez à la souffrance animale aussi, à notre rapport au vivant en tant que carnivore, humain, et vous avez publié donc L'humanité carnivore. Alors carnivore entre guillemets, puisqu'on n'est pas forcément d'ailleurs. Vous êtes co-rédactrice en chef de la revue semestrielle de droit animalier. Et donc, qu'est-ce qu'une plante, publiée au Seuil, donc qui est votre dernier ouvrage. Vous avez réfléchi non pas à l'animal, mais à la plante, au végétal, et vous allez à contre-courant de certaines idées reçues que nous avons sur la nature, et notamment sur une forme d'anthropomorphisme qui est aussi ce que vous faites, Guillaume Blanc, dans votre dernier livre. Alors, Guillaume Blanc, vous êtes historien de l'environnement, spécialiste de l'Afrique contemporaine, vous êtes spécialiste aussi de questions de colonisation, alors vaste sujet, qui a un lien intrinsèque, on va le voir d'ailleurs, avec la question environnementale. Et ça, c'est moins quelque chose qui va nous venir spontanément à l'esprit. Et c'est très intéressant. Vous avez publié notamment Une histoire environnementale de la nation, Regard croisé sur les parcs nationaux du Canada, d'Éthiopie et de France, aux éditions de la Sorbonne. Et puis Un communiste d'Algérie, Les vies de Jules Molina, aussi aux éditions de la Sorbonne. Et là, L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, avec une préface de François-Xavier Fauvel, c'est chez Flammarion, et vous, c'est au Seuil, dans La couleur des idées, je ne sais plus si je l'avais dit, Florence Burgat. Pour introduire cette rencontre, je propose que nous écoutions une lecture de votre texte, Florence Burgat, une lecture qui va être faite par Eva, qui est bibliothécaire ici à Dijon. Et je vous remercie, Eva, pour cette initiative. Un animal ou un humain est soit vivant, soit mort. À l'inverse, les graines d'un fruit, désormais sèches, antérieurement récoltées au cœur d'un fruit, revivent une fois remises en terre. Les grains de blé, par exemple, doivent mourir pour renaître. Certaines plantes poursuivent leur route de manière souterraine, offrant à l'observateur la surprise de nouvelles pousses. Les souches d'arbres abattus produisent des rejets ou se recouvrent d'une couche de tissu vivant. L'arbre peut envelopper en son sein des corps étrangers ou d'autres arbres. Théophraste observe encore que, souvent en effet, une partie de l'arbre a été englobée par l'autre qui a fait corps avec elle. En outre, si on fait une entaille à un arbre, ou qu'on y introduise une pierre ou quelque autre chose de ce genre, l'objet disparaît, enveloppé par les tissus périphériques. Comme s'il était indifférent à sa réification, l'arbre persiste à vivre alors qu'il est transformé en chose. C'est ainsi qu'on a déjà vu un gond de porte bourgeonner, et de même une rame posée dans de la boue à l'intérieur d'une coupelle de terre cuite. La vie végétale persiste dans des conditions minimales. Tend à occuper tout l'espace, n'en a jamais fini de vivre, sans souci des circonstances qui concourent à sa poussée. Ne voit-on pas de frêles herbes émerger de surfaces bitumées ? La vie végétale serait la vie à l'état pur, la façon en un sens la plus authentique d'être là, simplement et définitivement là, épousant son lieu. Merci beaucoup pour cette lecture, Eva. Information technique, je signale aux personnes qui nous regardent
en direct sur les réseaux que vous pouvez poser des questions que je peux lire pendant le débat. Voilà, donc n'hésitez pas. Florence Burga, donc cet extrait est éclairant aussi sur le livre que vous avez écrit. Ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qu'une plante? Pour définir ce qu'est une plante, vous partez aussi dans l'explication de ce qu'une plante n'est pas. C'est une façon de répondre à cet argument qui est toujours apporté aux végétariens du fameux cri de la carotte. La carotte souffre, la plante souffre, et donc pourquoi la mangerait-on et pourquoi ne mangerait-on pas un poulet ou un lapin? Vous citez de manière, c'est un peu intéressant, un peu amusant, pardon, de voir apparaître cet argument du cri de la carotte dans un essai aussi intellectuel que le vôtre, mais vous en parlez et vous nous dites voilà, face à cet argument-là, je montre la réalité de la plante qui est un peu une non-réalité finalement par rapport à ce qu'on croit. Alors, peut-être un mot sur ce mot du cri de la carotte. Il me semble que lorsqu'il il était employé, parce que je crois qu'on l'entend oui, c'est passé de mode, un petit peu passé de mode, il me semble que ce qui était dit, c'est le végétarien se soucie du cri des animaux qui, en fait, a autant de vacuité qu'aurait le cri d'une carotte. Donc je pense que dans cet argument, il n'y avait pas l'idée du tout que la carotte souffrait. C'était vraiment par dérision. Bien évidemment, la carotte ne crie pas, car bien évidemment, elle ne souffre pas. Vous faites cas du cri des animaux qui, bien évidemment, comme les carottes, ne souffrent pas. Et donc, alors pourquoi j'ai fait allusion à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de renversement, effectivement. Certains auteurs très médiatisés ont instillé un petit peu dans l'esprit d'un grand nombre de gens que finalement les végétaux souffraient comme les animaux et comme les humains. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a à mon avis à l'arrière-plan de cette égalisation des conditions à laquelle bien évidemment personne en réalité ne croit. Ça ne correspond à aucune de nos expériences intuitives et ça ne correspond non plus à aucune réalité scientifique. Après, il peut y avoir une réalité poétique, bon, métaphorique. Mais donc, il y a dans cette volonté d'égaliser les conditions, je pense, le projet de désamorcer une forme d'inquiétude concernant la souffrance animale. Donc c'est à la fois quelque chose qui cherche à nous ménager, nous épargner d'une certaine forme d'interrogation, et donc Peter Wohlleben, qui est donc l'auteur qui a instillé ceci dans l'esprit d'un grand nombre de gens, le dit assez clairement à la fin de son livre. Chers auteurs, chers lecteurs, vous qui êtes peut-être au coin du feu, en train de lire, vous n'êtes peut-être pas conscient du fait que la bûche qui crépite dans la cheminée est le cadavre d'un arbre et que les feuilles de votre livre ont été arrachées à un arbre. Est-ce pour autant blâmable? Mais non, pas du tout. Il faudrait traiter les plantes au moins aussi bien qu'on traite les animaux, bon, ce qui veut dire qu'il n'est pas tellement au courant d'ailleurs de la manière dont on les traite, et donc ne vous inquiétez de rien. Donc il y a un peu ça aussi à l'arrière-plan chez cet auteur. Qui est l'auteur de La vie secrète des arbres. Voilà, oui, pardon. Donc on reparlera évidemment de ces nouvelles idées et de ces nouvelles représentations et qui entrent aussi en résonance, notamment à travers l'anthropomorphisme, qui est aussi un grand sujet. Guillaume Blanc, je propose d'abord que nous écoutions une lecture d'un extrait de votre texte. Donc c'est Brigitte qui va avoir la gentillesse de lire pour nous. Dans les parcs naturels d'Afrique, quel monde est protégé? Par qui et pour qui? Quel monde est protégé? Comme à l'époque coloniale,
un Éden. La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est peut-être l'exemple le plus saisissant de cette vision naturalisante du continent. En 2019, la liste compte 839 biens culturels et 213 biens naturels. Et le partage est net. La vieille Europe abrite 414 sites culturels, c'est-à-dire la moitié du patrimoine culturel de l'humanité. L'Afrique en compte à peine 54. En revanche, elle héberge le quart du patrimoine naturel de la planète. L'UNESCO a conscience d'avoir trop longtemps donné cette image de l'Afrique. Soucieuse de se réformer, elle a alors créé en 2003 le concept de patrimoine mondial immatériel. Cette catégorie fait une place aux sociétés qui ne divisent pas le monde, comme les Européens, entre le culturel et le naturel. Le problème est que les parcs africains, inscrits depuis 40 ans au patrimoine mondial naturel, le sont encore aujourd'hui. Et lorsqu'ils n'ont pas été expulsés, leurs habitants continuent d'être pénalisés tous les jours pour leurs activités agropastorales. Ces parcs seraient les dernières traces de l'Éden africain, et c'est toujours à ce titre qu'ils sont protégés. Par qui? Comme à l'époque coloniale, par des experts internationaux. La domination des scientifiques coloniaux n'était pas strictement verticale. Celle des experts l'est encore moins. Dans plusieurs parcs du continent, des gardes se font tuer par des braconniers. Et partout, les dirigeants africains instrumentalisent les conservationnistes pour mieux contrôler leur population. Mais l'autorité des experts n'en est pas moins grande. Ils organisent la gestion des parcs africains, ils encadrent leur militarisation et, dans certains pays, leur pouvoir va jusqu'à diriger très officiellement la nature. Merci beaucoup pour cette lecture. Et Guillaume Blanc, vous évoquez des sujets très graves. Et en même temps, quand on lit votre livre, on se dit qu'avec quelques personnages de fiction, on serait dans un thriller géopolitique. C'est assez incroyable, hein, comme dans un essai. Qu'est-ce qui vous a... enfin, je veux dire, vous montrez qu'il existe des analyses produites par les experts occidentaux, donc comme vient de le dire Brigitte, qui sont, je cite dans votre livre, néo-malthusiennes, paternalistes et bien souvent racistes, qui remontent au XIXe siècle. Comment vous avez construit cette enquête, j'emploie le mot enquête, hein, que vous nous présentez dans l'invention du colonialisme vert? Alors l'enquête en soi, c'est 12-13 ans de travail, mais disons que mon interrogation, peut-être pour résumer, ça a été de comparer en fait deux pays, la France et l'Éthiopie. En France, par exemple, dans le parc national des Cévennes, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, pour être classé au patrimoine mondial, l'UNESCO reconnaît ce qu'il appelle une valeur universelle exceptionnelle. La valeur universelle exceptionnelle des Cévennes, c'est que l'agropastoralisme, donc des agriculteurs et des bergers, a façonné le paysage depuis au moins 3000 ans, et donc il faut soutenir les agropasteurs qui façonnent ce paysage. En Éthiopie, l'autre parc que j'ai étudié, qui est le Sémienne, dans le nord éthiopien, a été classé au patrimoine mondial de l'humanité, mais sa valeur universelle exceptionnelle est les paysages spectaculaires d'Afrique. Et le parc a été déclassé au patrimoine dit en péril pour une raison: l'agropastoralisme menace les valeurs naturelles du bien. Et c'est pourquoi les experts de l'UNESCO, du WWF et de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, ont demandé au gouvernement éthiopien, depuis 50 ans, d'expulser les populations. Ça a été fait en 2016,
L'UNESCO a salué la réussite de l'opération et les populations ont été expulsées et sont maintenant appauvries et déplacées en ville. On peut souligner l'ironie que pour protéger la nature, on met plus de gens en ville. Et en fait, j'ai voulu me demander d'où venait ce 2 poids, 2 mesures. Et pour ça, il faut en fait passer par l'histoire, on n'a pas le choix. Il faut comprendre pourquoi, fin 19e siècle, des réserves de chasse ont vu le jour dans l'Afrique coloniale. La réalité, c'est que les colons qui ont créé des réserves de chasse, c'était parce que la grande faune s'effondrait. La grande faune s'effondrait, pourquoi? Parce que la colonisation avait intensifié le trafic d'ivoire et la chasse. Donc ceux qui détruisent étaient aussi ceux qui protégeaient. Et du coup, j'ai voulu remonter dans le temps pour comprendre que, pour essayer de voir si aujourd'hui, des institutions comme l'UNESCO, le WWF, où on attend d'elles qu'elles protègent la nature qui est détruite dans le monde, en se disant pourquoi est-ce que pour sauver la nature, ils s'en prennent à des gens qui se déplacent à pied, qui vivent sans électricité, qui consomment très peu de viande ou de poisson, qui contrairement à 2 milliards de gens sur la planète n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone, et pourtant on croit que pour sauver la planète, il faut s'en prendre à eux. Du coup, voilà, j'ai construit l'enquête et après, voilà, c'est 30 000 pages d'archives et dans le livre, pour essayer de rendre ça vivant, de prendre des personnages, des experts et qui, oui, effectivement, moi, je dois bien l'admettre, sur les 30 000 pages d'archives, je ne dirais pas que c'est toujours fun, mais après, il y a des pages sur des experts où c'est, oui, on croit rêver et en fait, non, on ne rêve pas. Oui, des experts de l'UNESCO qui, dans les années 60, disent on va en Éthiopie, ici on ne risque pas la démocratie, on peut expulser les populations pour sauver la nature. Et on les suit en Tanzanie, au Kenya, au Mozambique, et l'histoire se répète partout. Alors c'est sûr que je ne crois plus au WWF, clairement, mais en tout cas on peut comprendre le présent en suivant des experts et leur ancrage dans des pays, dans des sociétés africaines. Florence Burga, vous êtes aussi allée interroger l'image de la plante, la perception de la plante à travers les penseurs. Vous êtes remonté jusqu'à l'Antiquité. Vous nous emmenez, vous nous prenez par la main. Et là aussi, c'est passionnant. On apprend énormément de choses en lisant votre essai sur cette question. Vous l'appelez l'altérité radicale, hein, le végétal. Et c'est vrai, c'est l'opposé de nous, autant dans le temps que dans l'espace, que dans la forme, sauf quand la forme nous ressemble et qu'on y voit quelque chose, mais on en parlera plus tard. Mais sinon, c'est vraiment l'altérité radicale. Est-ce que vous pourriez peut-être nous brosser un portrait du végétal à travers les époques, ou nous dire ce qui a été saillant pour vous? Alors au fond, quand on fait un petit peu une revue de la manière dont les scientifiques ont abordé la vie végétale, c'est vraiment une question épistémologique, c'est-à-dire une question qui concerne les concepts de la connaissance scientifique. En effet, le problème qui se pose à tout individu qui va essayer de définir le végétal, pas simplement de le décrire, mais de le comprendre, se trouve en but à un problème de vocabulaire, parce que la vie que nous expérimentons, c'est une vie qui se tient dans l'horizon de la finitude, un être qui est né, qui va grandir, dégénérer et mourir. Et évidemment, cette forme de vie-là, que les humains et les animaux, bien évidemment, partagent, eh bien, quand on regarde un petit peu les choses un petit peu plus près, on voit qu'elle est radicalement inverse de la forme de vie végétale. Mais de ce fait, du fait que notre entendement pour connaître cherche à reconnaître, eh bien, des analogies, mais aussi des homologies, jalonnent l'histoire de la connaissance des plantes. Et donc, certains scientifiques, appelons-les comme ça, sont conscients de ce problème et, par exemple, le philosophe Arthur Schopenhauer, au XIXe siècle, qui a une formation de botaniste, se penche de près, en particulier dans son livre qui s'appelle « De la volonté dans la nature », sur le fait que certaines plantes, en particulier les plantes sensitives, qui vont s'accrocher sur des supports, etc., et aussi la plante carnivore, qui a fait couler beaucoup d'encre, ont des
en réalité des réactions à des stimuli qui vont être volontiers interprétées comme des actions émanant d'une volonté de la plante. Bon, c'est évidemment une erreur de lecture, ce n'est pas la plante qui se dit bah, « tiens, je vais me tourner de ce côté-là pour essayer de m'agripper sur le mur » ou bien « j'aime le soleil, je vais me tourner vers le soleil ». Ce sont des relations physico-chimiques, corpusculaires, ondulatoires extrêmement complexes qu'on essaye d'étudier. Mais la plante est mue par les éléments extérieurs. Ce n'est pas elle qui décide de son comportement. Et donc on voit dans l'histoire de la compréhension des plantes cette tentation de l'homologie, bien que la façon de se nourrir ou de se reproduire, par exemple, des plantes n'ait absolument aucun point commun avec celle des animaux entendus au sens large, où là j'inclus bien sûr l'humain dans cette approche, puisque la plante est, comme on le dit, autotrophe, elle n'a pas besoin d'un autre qu'elle pour se nourrir, et qu'elle se reproduit par la division. Alors qu'évidemment, si on divise un individu, par définition qui ne peut pas se diviser, ça ne fait pas deux individus, ça fait un individu mort. Alors que vous coupez, la technique de la greffe montre que les plantes se reproduisent de cette façon. Guillaume Blanc, c'est dans le sous-titre, hein, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, vous démontez un peu cette image, une image de l'Afrique, et je me suis rendu compte que moi je l'avais, peut-être parce que j'ai beaucoup regardé Le Roi Lion quand j'étais enfant, mais vous citez le Roi Lion dans votre livre plusieurs fois, hein, et vous montrez à quel point, je cite ce film, mais il y a d'autres œuvres, hein, Karen Blixen, Out of Africa, etc. Ces fictions-là contribuent à une idée fausse et une idée même mauvaise et dangereuse qu'on peut se faire de l'Afrique. Oui, c'est ça. Le mythe de l'Éden africain, donc, il naît à la fin du 19e siècle. Là, il faut tout simplement se mettre dans l'esprit des colons qui partent tenter l'aventure coloniale en Afrique, on va dire à la fin du 19e siècle. Ils laissent derrière eux une Europe qui se transforme radicalement sous les coups de l'urbanisation, de l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue chez eux. Et là, il va y avoir, disons, toute une quantité de produits culturels, que ce soit les récits de voyage de Stanley Livingstone, puis les récits de chasse de Churchill, Roosevelt, et puis Karen Blixen, La ferme africaine en 1937. L'année d'avant, Ernest Hemingway, Les neiges du Kilimandjaro. Romain Gary, Les racines du ciel en 1956. Alors oui, là, avec tout l'humanisme de Gary, mais tous ces produits culturels ont un point commun, ils décrivent l'Afrique comme un vaste jardin édénique, bon, malheureusement surpeuplé d'habitants malhabiles. Et ils vont mettre vraiment, voilà, cette idée de « ici la nature existe ». Et en fait, au lendemain des indépendances, non seulement ce mythe ne s'arrête pas, il va s'intensifier pour deux raisons. D'abord parce que la destruction de la nature s'accentue partout sur la planète, mais aussi que la télévision, le cinéma, les documentaires vont renforcer cette idée de l'Afrique refuge, le dernier continent où on pourrait s'abriter de la modernité qui détruit. La modernité, sous-entendu, la nôtre. Et là, bon, ben c'est les documentaires de David Attenborough, Life on Earth sur la BBC, et puis c'est le remake, enfin l'adaptation au cinéma d'un manga japonais écrit à l'époque coloniale d'Osamu Tezuka, Le Roi Léo, et pensons au Roi Lion. Ok, le mythe est attendrissant, il est touchant, il est même réussi. Bon, moi personnellement, je ne peux plus le voir, mais pensons-y. On a des rois détrônés qui sont persuadés de savoir restaurer le cercle de la vie. C'est comme les conservationnistes, anciennement administrateurs coloniaux, devenus experts internationaux. Et ils savent restaurer le cercle de la vie contre qui ? Contre des hyènes qui détruisent la forêt et la savane en la brûlant, comme les agriculteurs qui pratiqueraient l'agriculture sur brûlis. Alors oui, ces lions dans le Roi Lion, bon, ce sont des autocrates, mais ils sont éclairés, ils savent comment faire. Eh bien, pensons à tous les documentaires qu'on a sur l'Afrique. Le National Geographic qui explique que la course pour la vie sont les animaux qui l'amènent en Afrique. Toute cette naturalisation de l'Afrique fait que nous sommes persuadés
qu'un espèce d'Éden, qu'une espèce de nature vierge survit encore. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est que les parcs africains ne sont pas vides, ils ont été vidés de leurs habitants, puisque c'est de 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs africains au XXe siècle et qui continuent de l'être aujourd'hui. Et en plus, par des savoirs préconçus, on pourra y revenir, sur des mythes, sur la dégradation, qui n'ont aucun fondement empirique. Il s'agit de sauver l'Éden. Alors oui, on n'est plus dans du colonialisme, mais l'esprit est resté le même. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Florence Burga, vous écrivez « La description des plantes se heurte à un problème de vocabulaire ». Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a pourtant l'impression que le vocabulaire de la botanique, du vivant végétal est très clair, qu'on le connaît parfaitement. Et quand on vous lit, vous remettez tout en question. Vous parliez en introduction de ce best-seller de Peter Wolben, La vie secrète des arbres. Ce problème de vocabulaire, il s'incarne aussi là-dedans. C'est-à-dire que vous, ce que vous nous expliquez, c'est que quand on voit un arbre qui ploie sous le poids des fruits, il est fatigué pour nous. Et vous nous dites, mais il n'est pas du tout fatigué. Un arbre n'est pas fatigué, un arbre ne ressent pas la fatigue. Et alors ce qui est écrit dans La vie secrète des arbres, c'est quand le bourgeon est mangé par un chevreuil, il souffre. Et vous nous répliquez non. En fait, cet anthropomorphisme qu'on applique aux animaux, finalement, atteint aussi le végétal. Alors, bon, dans ce passage, je m'en prends entre guillemets aux pages de Peter Wolleben parce que c'est un anthropomorphisme que j'appellerais volontiers racoleur et qui est fait sans aucune espèce d'humour ou de distance. Parce qu'après tout, rien n'interdit de dire voilà, je décide. Parce qu'il a écrit un livre pour les enfants que je n'ai pas lu, mais il aurait pu, dans son livre pour les enfants, mais là vous citez celui pour les adultes, dire écoutez, voilà, je vais vous parler des arbres comme si c'était ton petit frère, ta petite sœur, pourquoi pas. Mais là, il s'agit d'une autre entreprise. Alors, par ailleurs, on peut tout à fait poétiquement voir la fatigue d'un arbre. Je ne voudrais pas que le public s'imagine que je défends une vision absolument desséchée de ce qui nous entoure. Ça n'est pas du tout le cas. Surtout qu'il y a de très beaux moments, mais de très belles citations de penseurs et de philosophes qui disent des choses magnifiques. Oui, et sur la beauté évidemment éblouissante du monde végétal et les raisons pour lesquelles nous nous sentons en paix à son contact. Donc voilà, je crois que ce qui est gênant, c'est simplement quand on ne clarifie pas son niveau de discours. On peut écrire de la poésie et comprendre les végétaux comme des êtres mystérieux, et je n'ai évidemment aucun problème avec ça. En revanche, on peut avoir plus de réserve lorsque un auteur présente sans aucune précaution les plantes comme si elles avaient une vie sociale et des sentiments humains. Enfin, je cite quelques perles de son livre, et qu'à ce moment-là, on égare absolument les choses et qu'on concourt à une indistinction qui fait que plus rien, on se demande où sont les valeurs au bout du compte. Si entre une chaise et un humain, il n'y a pas de différence, vous voyez le genre de problème auquel on pourrait arriver. Voilà. Alors, vous évoquez aussi dans votre texte le phytocentrisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette notion Alors, phytocentrisme, on peut l'entendre en deux sens. On peut l'entendre du point de vue épistémologique comme l'effort, on pourrait l'entendre donc comme l'effort impossible à atteindre de l'esprit pour essayer de penser donc cette altérité radicale. Puis-je parvenir à me mettre à la place d'une plante? Probablement, ça n'est pas possible, ça n'est vraiment pas possible. Je pense qu'on peut se mettre à la place d'un animal, malgré toute la distance et toute l'opacité, tout comme se mettre à la place même de quelqu'un d'autre. On sent bien qu'il y a quelque chose de limité, que c'est un effort, mais qu'on n'est pas, on ne peut pas être complètement un autre que soi.
Et puis, il y a l'entreprise d'un philosophe contemporain qui est assez unique en fait dans le paysage actuel de ce qu'on peut appeler la philosophie végétale, et qui fait vraiment du modèle végétal avec ses racines, le fait que la plante n'est pas un individu, une espèce d'outil pour déconstruire, là je le cite, hein, déconstruire toute la métaphysique occidentale qui a accordé de la valeur aux individus qui sont à la fois psychobiologiques. Donc ce modèle de l'être de chair et de sang qui a en même temps une vie psychique, c'est son grand... c'est ce qu'il souhaite véritablement désintégrer au profit donc de ce qu'il appelle le verdissement de la conscience. Et il y a donc un appel à retrouver la plante en soi. Et le projet philosophique ne me semble pas absolument clair. On voit mal aussi à quoi cette éthique pourrait conduire. Il évoque le fait d'arriver à penser la grossesse à partir du modèle végétal. Donc j'avoue que je ne comprends pas très bien où il veut en venir, si ce n'est que cet auteur se rattache, mais de façon assez extrême et assez curieuse, à un courant aujourd'hui, mais justement il ne faut pas assimiler tous les auteurs, chacun a une originalité évidemment propre, de ne plus penser la nature, le végétal, comme une sorte de fond, finalement, sur lequel se détacherait ce qu'il y a d'intéressant. Guillaume Blanc, dans votre texte, vous évoquez ces fameuses forêts, alors primaires et secondaires. Et vous nous parlez aussi du mythe de ces forêts primaires, qui en fait ne sont pas des forêts primaires. Oui, là je pense que c'est là où vraiment nos travaux en fait Voilà. se rejoignent, l'importance des mots. Enfin je veux dire, prenons même, pour revenir même à l'essentialisation de l'Afrique, prenons le mot ethnie. Le mot ethnie n'existe dans aucune langue africaine. Et pourtant, combien sommes-nous à être persuadés, en lisant la presse, que l'ethnie est le problème de l'Afrique? Où est-ce qu'il y a des ethnies dans le monde? Dans les anciennes colonies. Chez nous, on a des peuples, des communautés. Où est-ce qu'il y a des forêts primaires dans le monde? Alors depuis 4 ans, apparemment, il y en aurait peut-être une en Pologne. Mais où est-ce qu'il y a des forêts primaires dans le monde? En Afrique et en Asie. Et les forêts primaires, le mythe de la forêt primaire, il naît, là encore, fin 19e, début 20e siècle. En fait, alors là, il faut vraiment imaginer, mais on l'a tous en tête. On a les villages dans la savane africaine, un petit village entouré d'une ceinture forestière, puis de la savane, puis un autre village entouré d'une ceinture forestière, ainsi de suite. L'idée qu'on a, et que les écologues botanistes début XXe siècle ont eue, c'est l'idée qu'auparavant il y avait une forêt primaire, voilà, une grande forêt dense, et que plus il y a eu d'hommes, plus les hommes l'ont détruite, morcelée, jusqu'à se retrouver avec des villages où il resterait une petite ceinture forestière. Mais en fait, ces botanistes ont eu une lecture à l'envers du couvert forestier. Dans la plupart des écologies semi-arides, on a d'abord de la savane, puis plus il y a d'hommes, plus ils cultivent les sols, plus ils fertilisent les sols, et avec de l'agriculture sur brûlis, mais de manière raisonnée, ils vont créer la condition de pousse des arbres, jusqu'à se doter d'une couverture forestière jamais abondante, mais jamais épuisée. Mais les botanistes, les écologues, puisqu'il y a une énorme déforestation à l'époque coloniale, vont blâmer les populations dites autochtones en disant « vos pratiques déforestent, vos pratiques détruisent ». Et ces mythes vont nous donner des chiffres. Par exemple, pour l'Éthiopie, on a un chiffre qui est qu'en 1900, l'Éthiopie aurait été couverte à 40% de forêt et qu'aujourd'hui, l'Éthiopie n'aurait que plus que 3% de forêt. Ce chiffre ne repose sur aucune donnée empirique. C'est une invention d'un expert des Nations Unies en 1961 qui a passé 5 jours en Éthiopie et qui a discuté avec un forestier allemand et lu un rapport d'un forestier canadien qui avait émis
des observations visuelles en disant « je pense que vers 1900, ici, il y aurait eu 30% de forêt ». Eh bien, ces chiffres dirigent toute la politique environnementale éthiopienne depuis 1960. Ces chiffres sont repris par Al Gore dans son livre pour lequel il aura quand même le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre le changement climatique. Personne ne souligne l'ironie, ça fait 60 ans que par contre la forêt éthiopienne en est à 3%. Donc par contre, ça fait 60 ans que ça n'a pas bougé. Et c'est au nom de ce mythe que des populations sont expulsées. L'Amazonie, on a eu cette idée longtemps. Aujourd'hui, les écologues, les vrais écologues, ont montré que l'Amazonie était au moins à 85% une création anthropique. Eh bien pourtant, le WWF et les Nations Unies estiment que le problème de la déforestation en Amazonie, c'est l'agriculture de subsistance. Le soja, l'élevage intensif, non. C'est-à-dire que, encore une fois, on retrouve la même chose. Ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent, et qui est blâmé et expulsé ou au moins criminalisé des populations qui vivent d'une agriculture de subsistance. Je ne dis pas que ces populations ne dégradent pas. Comme tous les êtres humains, ils exploitent en bien ou en mal. Mais ils ne sont pas responsables de ce mythe de 40% à 3%. La réalité, qui peut être choquante, en tout cas pour les experts, il n'y a jamais eu d'études qui peuvent nous montrer sur l'échelle d'un continent l'évolution des forêts primaires. Les seules études qu'on a eues, c'est en Guinée, Sierra Leone et Bénin, où la forêt a augmenté de 150% en 200 ans. Mais dans toutes les zones, le déboisement a été catastrophique, là où il y a l'huile de palme, le cacao, c'est-à-dire à grande échelle. Mais le problème, ces chiffres cette réalité est inentendable, parce qu'on se dit, oui, mais alors vous dites quoi? Que les hommes ne détruisent pas? Si, mais lesquels? Et c'est là où, du coup, ça nous pousse à nous interroger qui détruit, qui protège, mais aussi qui détruit. Ça pose aussi des questions d'éthique, et la question d'éthique environnementale, elle est aussi présente chez vous, Florence Burga. Vous écrivez « Est-ce vraiment pour protéger tel arbre ou telle forêt, telle vallée, tel fleuve, telle montagne, en eux-mêmes et pour eux-mêmes, comme des valeurs en soi et indépendamment de toute autre considération, que les éthiques environnementales sont élaborées, ou cherchent-elles par la valorisation ontologique des éléments de la nature à changer notre regard et à induire une attitude plus respectueuse à leur égard ?» Et ça, c'est vraiment en fait très important et très contemporain en ce moment, d'avoir ces réflexions-là et d'essayer de comprendre ce qui se joue au niveau de l'éthique environnementale, puisque ce sont les enjeux cruciaux pour l'avenir. Alors peut-être avant de répondre, je voulais dire que j'ai construit ce livre un peu comme une dissertation, clarifier les problèmes épistémologiques de connaissance des plantes, ensuite une partie ontologique qui est une sorte d'analyse comparée vie végétale, vie animale, pour faire apparaître les différences entre ce que j'ai appelé la vie végétale, comme une sorte de poussée indifférente et quasi éternelle, au vivre animal et humain, qui est donc cette vie inquiète dans un horizon de finitude. Et puis, bien évidemment, arrive la question morale et politique. Et à ce moment-là, il s'agit de regarder comment a-t-on pensé l'éthique environnementale. Ça, bien sûr, il y a une tradition américaine et française d'éthique environnementale. Et ce qu'on découvre dans ces textes, qui valorisent beaucoup plus le biocentrisme ou l'écocentrisme, c'est-à-dire la vie est une valeur, mais quelle vie, ou bien un ensemble écosystémique, mais ça n'est pas donc le pathocentrisme, c'est-à-dire la capacité à souffrir comme ce qui fonde des droits moraux. Et le concept qui revient tout le temps dans ces éthiques environnementales, c'est celui d'entité naturelle. Et dans ces entités naturelles, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire c'est aussi bien le rocher, le fleuve, dans lequel, entre parenthèses, il y a des poissons, la fleur rare,
la plante au contraire un peu trop invasive, le mammifère, l'insecte, et tout ça porte le nom d'entité naturelle. Et donc là encore, si vous voulez, ces éthiques environnementales, certaines d'entre elles, les biocentrées ou écocentrées, n'accordent aucune importance donc à l'individu, n'accordent aucune importance à son expérience vécue, parce qu'au fond, pour moi, ce qui fait évidemment la grande différence, c'est la question de l'expérience vécue, ce qu'on appelle la vie vécue en première personne. Voilà, c'est moi qui vis ma vie. Et donc, ces éthiques environnementales ont, à mes yeux, le gros défaut de ne plus distinguer du tout entre ces entités qui sont pourtant radicalement différentes les unes des autres. Alors, pour terminer, aujourd'hui, on entend beaucoup que le droit de l'environnement évolue avec la notion d'écocide, ou que dans certains pays, en raison aussi de leur propre ontologie, des législations ont pu accorder des personnalités juridiques à un fleuve, par exemple. Bon. Et je crois que c'est par désespoir aussi de voir qu'il y a la dévastation de la terre, appelons ça comme ça, continue, que les juristes, en fait, essayent de forger des outils pour protéger les espaces qu'on peut appeler espaces naturels, même si je trouve que ce n'est pas forcément satisfaisant. Donc voilà un petit peu comment se pose la question morale et politique, morale et juridique concernant le monde végétal et plus largement les espaces, en fait, peuplés, pas seulement de végétaux, hein, mais aussi d'animaux. En fait, c'est cet équilibre-là, parce que l'une des grandes questions qui se posent, c'est comment est-ce que les humains et les végétaux et les animaux peuvent apprendre à cohabiter dans un environnement dégradé. Et ça, c'est une question qui paraît très pratique, mais qui, Bien en sûr. fait, est éminemment aussi philosophique. C'est-à-dire qu'elle est philosophique au sens où, évidemment, nous allons, nous tranchons tout le temps. C'est-à-dire que nous décidons que tels êtres ont de la valeur et tels autres n'en ont pas. Donc, évidemment, quand on voit un mouvement de pensée aujourd'hui qui tente à considérer que les plantes ont autant de valeur que des animaux ou des êtres humains, on se demande si c'est la bonne direction pour avancer, évidemment. Guillaume Blanc, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous nous amenez comme réflexion, c'est la piste du développement durable. Vous nous expliquez que je vous vais faire un petit sourire, vous avez des choses à dire sur le développement durable, vous nous expliquez que finalement, ce n'est pas si rutilant que l'image qu'on veut bien nous en donner. Non, le développement durable, là encore, faut prendre les mots. Hein. Ce qu'il y a de durable, c'est le développement. Ce n'est pas la capacité des environnements à supporter le développement. Et quand le développement durable est inventé à les débuts des années 80, c'est les Nations Unies qui demandent à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, de faire une stratégie mondiale pour la conservation. L'UICN s'allie à la fois avec des conservationnistes, le WWF, et des développementalistes, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et ils disent donc qu'il faut, ça va être leur conclusion, qu'il faut que toute la communauté internationale se dirige vers un développement durable des ressources naturelles. Ce développement durable est officialisé par le rapport Brundtland en 87, Notre avenir à tous. Et il est bien indiqué dans le rapport Brundtland qu'il serait à la fois futile et insultant de demander à des pays pauvres de rester pauvres pour sauver l'environnement. Et c'est ce qui va nous donner en 92 la Convention sur la diversité biologique. Donc ça, à l'échelle globale, le développement durable, et à l'échelle des parcs naturels, des parcs nationaux, la conservation communautaire, c'est-à-dire des parcs pour le peuple. Et aujourd'hui, il n'est pas une aire protégée en Afrique dont les dirigeants et les experts internationaux ne mettent en avant le développement durable de la conservation par et pour la communauté. Mais derrière ce mot se cache une réalité. Cette communauté qui doit bénéficier de la nature, de sa conservation, n'a qu'une seule vocation, offrir à la consommation touristique son espace de vie.
Et oui, les experts vont nous parler de savoir autochtone et de savoir indigène pris en compte. Le simple fait de les nommer indigènes et autochtones nous indique toute la hiérarchie déjà dans ces savoirs. Et aujourd'hui, on peut prendre plein d'exemples, mais en Éthiopie, les parcs nationaux, c'est de la conservation communautaire, ben c'est tout simplement des populations de mendiants qui sont créées. Parce que les enfants arrêtent d'aller à l'école, puisqu'il est beaucoup plus rentable de mendier auprès d'un touriste qui adore donner des stylos à des enfants, alors qu'il n'y a pas une école à la ronde et qu'un enfant est un enfant, c'est-à-dire qu'il va aller vendre le stylo pour s'acheter ensuite des bonbons à la ville. Et puis, ces populations se retrouvent à 18 ans guides touristiques, mais il y a beaucoup trop de guides, donc ils se retrouvent au chômage, sans grande chance de reconversion, puisqu'ils ont arrêté l'école quand ils étaient petits pour mendier auprès des touristes. On a le cas au Rwanda, où les populations bénéficient vraiment des revenus de la conservation. Mais comme elles n'ont aucun droit de regard sur la gestion politique de leurs espaces de vie, sont devenues des adversaires de la consommation. Et je donne un dernier exemple, mais en Namibie, les populations attribuaient à la grande faune une valeur sacrée. C'est pour ça que la grande faune était protégée. Et depuis la conservation communautaire, les populations sont mises, alors c'est en 30 ans le changement, à attribuer une valeur monétaire à la grande faune. C'est-à-dire que la valeur d'un animal est devenue proportionnelle à l'attrait de cet animal pour les touristes. Eh bien, quid d'une pandémie quand il n'y a plus de touristes depuis 1 an et demi? Est-ce que cet animal est protégé parce qu'il a le droit de vivre? Et c'est bien ça pourquoi il faut qu'on protège les animaux. Ce sont des êtres vivants, alors non humains oui, mais vivants, ils ont le droit de vivre. Mais lorsque la valeur d'un animal ou du non-humain est sa valeur monétaire, eh ben on fait rentrer en jeu la monétarisation de la nature, donc même l'obsolescence. Qui aurait pensé que quand est sorti le iPhone 1, qu'il y aurait un iPhone 12? Eh ben, qui penserait que certains animaux qui aujourd'hui sont peut-être attractifs, mais qu'en sera-t-il dans 20 ans si on les protège pour les offrir à la consommation des autres? Donc cette notion de développement durable est vraiment à questionner. Et j'arrête là parce que je suis trop long, mais pensons-y, la rhétorique est belle, mais alors je pense qu'on n'a pas tous été, moi je ne l'ai pas eu quand j'étais à l'école, mais vous savez, ces 3 fameux cercles concentriques du développement durable que tous les élèves apprennent: un développement socialement acceptable, économiquement durable et environnementalement, et on devrait vivre à l'intersection de 3 cercles. Enfin, la rhétorique est belle, mais non, on ne peut pas vivre à l'intersection de 3 cercles. Le capitalisme détruit, et peu importe notre bord politique, c'est contre le capitalisme qu'on doit se battre si on veut sauver la planète. Considérer que la mise en parc de la nature fera quelque chose, non seulement ce n'est pas une solution, mais c'est un trompe-l'œil. Parce qu'on croit qu'en mettant en parc la nature, c'est qu'on la protège là où il n'y a pas d'hommes. Et c'est un moyen de nous exonérer de tous les dégâts qu'on cause partout ailleurs, c'est-à-dire là où il y a des hommes. Florence Burga, vous citez Michel Serres. Comment des paysages divins, la montagne sainte et la mer au sourire innombrable des dieux, ont-ils pu se transformer en des champs d'épandage ou aux réceptacles abominables de cadavres? C'est une citation que j'ai notée parce que je la trouve très forte. Et elle fait écho aussi à ces peurs très contemporaines qui nous traversent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période où on s'interroge sur la fin du système et peut-être même la fin des temps. Comment est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez qu'une réflexion sur la vie végétale entre en résonance avec cette inquiétude contemporaine de plus en plus forte, hein, autant dans la fiction que dans les essais, sur une fin imminente ou quasi imminente? Alors, je pense que on voit apparaître peut-être cette inquiétude chez un certain nombre de gens parce qu'ils s'expriment. Mais est-ce qu'elle traverse vraiment le plus grand nombre dans les sociétés? J'en doute en fait. Parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que nos manières de vivre, nos pratiques ne changent pas si nous sommes véritablement inquiets. Alors bien sûr, on peut répondre à cela que c'est très difficile de changer sa pratique dans un environnement où personne ne la change. Bon. Et qu'on se dit que
soit tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? Et que bien sûr, le suivisme est beaucoup moins coûteux sur le plan social que le fait de s'en éloigner avec le sentiment que de toute façon c'est inutile. Mais voilà, moi je suis assez pessimiste parce que, comme Guillaume l'explique, tout ça est... Enfin, je crois qu'il y a la montée en puissance d'une rhétorique, ça on le voit vraiment très très bien, un certain nombre de termes que les institutions ont récupérés. Bon, je l'ai vu par exemple sur la question du bien-être animal, ça a été, mais je crois je donne cet exemple parce qu'on peut extrapoler à d'autres termes. Quand il y a une inquiétude, l'institution, au lieu d'y répondre par une orientation absolument nouvelle, eh bien, elle va adopter la langue de son adversaire et elle va placer cette rhétorique un peu partout. De sorte que dans les sociétés, comme il est très difficile au fond de se trouver face à une difficulté insoluble, les gens se disent « Ah ben voilà, quelque chose a été fait, ça c'est du développement durable, ça c'est du bien-être animal, j'achète ceci, j'achète cela ». Et puis vous avez des gens qui font par exemple des recherches et qui s'aperçoivent que le logo pêche responsable, ou je ne sais plus quel est ce logo, est complètement frauduleux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se méfie énormément de cette rhétorique qui vise en fait à pérenniser une situation parce que tout ça est aux mains de puissances qui nous dépassent et nous pouvons nous endormir très facilement sur cette rhétorique. Et c'est très intéressant quand on fait l'analyse des textes juridiques de voir comment le législateur s'exprime. Comment, donc le législateur c'est le politique, comment les pires choses sont écrites dans un vocabulaire qui fait qu'on ne peut même plus les représenter. Et je crois que c'est ça qui est très inquiétant. Et je crois qu'il y a toute une réflexion à mener sur comment le langage nous fait croire que tout est en train de changer. Guillaume Blanc, justement, vous parliez de la crise du Covid qui a changé beaucoup de choses, qui a aussi... il y a eu ces questions de pangolins, de trafic d'espèces, etc. J'y ai pensé aussi en lisant votre livre. Est-ce que vous pensez que les choses changent? Est-ce que vous êtes dans une forme de pessimisme quant à ce qui peut se profiler au niveau, à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle d'une certaine partie de l'humanité? Est-ce que vous, au contraire, vous pensez que les choses sont en train de se rétablir? Oui, non, moi je suis historien. Pour moi, l'histoire, c'est un de mes collègues qui dit toujours ça aux étudiants. L'histoire, c'est comme les westerns, sauf qu'à l'inverse, c'est toujours les méchants qui gagnent. Et c'est vrai que je lui donne assez raison. Cela dit, moi personnellement, je suis assez pessimiste. Mais bon, après. Ça veut dire quoi? Vous êtes assez pessimiste? Vous pensez moi, je pense qu'on va droit dans le mur. Pour moi, on vit au premier étage, le rez-de-chaussée est en feu, et on continue à balancer de l'essence dessus. Alors oui, moi personnellement, oui, ça m'angoisse. Moi, je trouve ça absurde qu'on continue à mener le même... Mais après, ça, c'est plus un engagement citoyen. Mais oui, je trouve qu'on mène un mode de vie absurde. Enfin, de dire, on sait qu'on va droit dans le mur et pourtant on accélère, quoi. Bon, mais après, je pense aussi, alors, tout ce qu'a dit Florence, c'est que, bah oui, on a des institutions, mais dont on fait partie, parce que nous aussi, on a besoin d'être rassurés, et donc, on se crée un système où on se rassure en se disant, nous faisons quelque chose. Après, là où on peut peut-être un peu optimiste, ou en tout cas avoir des pistes ou autres, c'est se dire, et peut-être que cette crise le révélera aussi, mais se dire qu'on peut choisir. Et c'est vrai, on peut choisir. Alors, je ne dis pas que je suis pour les choix qui sont actuels, mais quand je dis on peut choisir, moi là pour mon livre, on m'a demandé après en disant bon, mais alors quelle solution? Alors je vous avoue que j'en ai pas, mais au moins j'aurais deux remarques. Un, je prêche pour ma paroisse, mais l'histoire. L'histoire nous permet de reconnaître sereinement nos erreurs. C'est-à-dire que l'histoire nous permet, par exemple, pour les parcs nationaux en Afrique, de reconnaître qu'on s'est trompé. Que non, les chiffres de la dégradation ne sont pas vrais.
que non, les agriculteurs et les paysans africains ne dégradent pas par essence toute la nature qui les entoure. Et que peut-être il y a des voies de la sobriété écologique qui sont quelque part, qui sont déjà là, existantes et qu'on peut s'appuyer dessus. Bon, bah, peut-être que ce genre de débat y participeront. Et puis après, pour les choix individuels, je pense que quand je dis on peut choisir, et je pense aussi le fait que même des éditeurs publient ce genre de choses, ben oui, on peut choisir. Moi, par exemple, c'est ce que je dis toujours, mais pour les gorilles, c'est au Rwanda où il y a beaucoup de singes de montagne, gorilles de montagne, le premier service qu'on peut leur rendre, si on veut vraiment les sauver, c'est de ne plus jamais aller les voir. Ça sera la première chose. Ensuite, on peut aussi choisir dans notre mode de vie. On peut aussi choisir, oui, alors moi je passe pour un vieux, on peut aussi choisir de ne pas avoir de smartphone. On peut aussi choisir de militer vraiment pour que toutes les villes soient avec des pistes cyclables. On peut aussi décider de ne manger de la viande, soit jamais, soit à la rigueur qu'une fois par mois. Ou on peut choisir, on a le choix. Ou on peut continuer à s'en prendre aux mauvaises personnes. Mais on peut choisir. Pour une note un peu plus légère, est-ce qu'on peut continuer de parler à nos plantes, Florence Burga? Mais pourquoi pas, ça ne fait de mal à personne. Parce que vous écrivez quand même qu'elles ne comprennent pas ce qu'on dit. Alors moi j'étais très déçue parce que je parle aux miennes gentiment pour qu'elles fassent des belles pousses, mais bon. Mais on peut quand même, ça maudit, elles sentent quand même, elles perçoivent. Alors oui, une dans la voix. mesure où les plantes en fait sont, il y a un chercheur qui travaille aussi sur toutes les influences de la Lune. Enfin évidemment tout ça est extrêmement complexe et donc quand nous parlons, nous émettons des sons. Il y a aussi tout ce qui se dégage de nous qui sont des ondes et donc toute cette physico-chimie est extrêmement complexe et probablement est-on au début de sa compréhension. Donc, je le redis, je n'ai aucun problème avec ça, en fait. Aucun problème avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions d'internautes, mais est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée pour Florence Burga, pour Guillaume Blanc? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... Très bien, je signale, j'ai oublié de le dire en introduction, que les livres sont à la librairie Gibert et que j'avais d'autres informations à donner, que vous avez un QR code sur la chaise, que vous pouvez, si vous avez un smartphone, flasher pour donner vos impressions sur cet événement. Voilà, je remercie encore nos deux lectrices Eva et Brigitte. Je remercie les personnes qui sont à la technique et qui ont fait avec beaucoup de virtuosité que tout se déroule bien. Je redonne vos titres. Donc Florence Burga, Qu'est-ce qu'une plante? Un essai sur la vie végétale. C'est à la Couleur des idées, donc au Seuil. On m'entend plus, si on m'entend. L'invention du colonialisme vert, c'est chez Flammarion, voilà. Et voilà, je vous remercie tous les deux beaucoup pour cette discussion. Merci.